Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire ce superbe livre, Mystère à travers les âges. J'ai trouvé ce livre dans un vide-grenier et en le feuilletant, je me suis dit que les thèmes étaient vraiment passionnants et qu'on allait pouvoir le lire ensemble. Il y a de l'orage dehors et on entend le tonnerre qui gronde. J'espère que cela ne dérangera pas trop la lecture. Donc, parmi les thèmes de ce livre, on retrouve les pyramides, l'univers, les océans, la préhistoire et les civilisations perdues. En plus, il y a plein d'images. On ne va pas s'ennuyer avec ce livre. Les mystères et les énigmes dans l'histoire du monde et dans l'univers ont fasciné les hommes depuis toujours et suscitent de nombreuses questions. Découvrirons-nous jamais d'autres civilisations dans l'univers? Quel est le secret du triangle des Bermudes? Comment les Égyptiens ont-ils pu bâtir de si grands monuments? Quand apparurent les premiers êtres humains? Quels étaient les mystérieux peuples de la mer? Ce livre explore tous les mystères à l'aide de textes captivants et d'illustrations en couleurs. Il s'appuie à la fois sur la science contemporaine, l'archéologie moderne et la mythologie. Peut-être réussirez-vous à résoudre certaines énigmes. En plus, Artémis, c'est mon nom grec. C'est le nom de Diane chasseresse, la déesse de la chasse. Et je m'appelle Diana. Allez, on va lire un peu l'introduction pour savoir ce qui nous attend. Aujourd'hui, nous allons lire donc le premier thème à propos des pyramides. Les pyramides, les gigantesques pyramides de l'Égypte antique constituent les ultimes merveilles du monde. Depuis des siècles, leur puissance et leur mystère n'ont cessé de nous fasciner. Aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, nous comprenons de mieux en mieux les pyramides. Introduction. Elle se dresse, silencieuse et mystérieuse, sur le plateau de Gizeh en Égypte. 3 gigantesques pyramides et 6 plus petites. À l'autre bout du monde, d'énormes structures pyramidales dominent la forêt amazonienne de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Monuments qui appartenaient à de grands empires aujourd'hui à jamais disparus. Il existe plus d'une trentaine de pyramides pharaoniques en Égypte, mais leur histoire grandiose a disparu au fil du temps. Toutes sortes d'idées plus folles les unes que les autres ont traversé l'esprit des gens. Certains pensaient qu'il s'agissait d'anciens observatoires, d'autres que les pyramides étaient l'œuvre de visiteurs venus de l'espace. Il faut attendre le XIXe siècle pour que les pyramides soient examinées en détail. Depuis l'époque des premiers explorateurs, de nombreuses énigmes ont été résolues, mais la science contemporaine ne peut toujours pas expliquer certains mystères. Ces dernières années, des chercheurs français et japonais ont affirmé détenir les preuves que la grande pyramide de Gizeh renfermait d'autres salles qui n'avaient pas été ouvertes depuis l'époque de Khéops, il y a près de 4000 ans. Je précise que ce livre n'est pas tout récent et que peut-être depuis la parution de ce livre il y a eu encore d'autres découvertes ou d'autres mystères élucidés. Quels secrets ces salles pourraient-elles bien divulguer? Nous aideront-ils à mieux comprendre cette grande civilisation de l'Égypte antique? Le ciel est menaçant, les étoiles s'assombrissent, les étendues célestes frémissent, les os des dieux de la terre tremblent, les
l'Égypte par les Arabes en 642 après Jésus-Christ, on utilisa les pierres extérieures des pyramides pour construire la ville du Caire. Pendant des siècles, peu de gens purent visiter l'Égypte. Les savants disposaient donc de peu de renseignements sur les pyramides. Ces merveilleux monuments étaient-ils de simples tombeaux? Pour avoir une meilleure prise, nous avons ôté nos chaussures et la plupart de nos vêtements, sachant qu'il y régnait une chaleur accablante. Notre guide est parti en éclaireur et chacun de nous a suivi, sa lampe à la main. Une traversée des plus redoutables, car plus d'1 mètre de largeur et 1,20 m de hauteur. Nous marchions donc toujours courbés, parfois même en rampant. C'est le récit de l'un des premiers explorateurs. Premiers explorateurs, première découverte. Tout au long de l'histoire, les gens ont essayé de percer le mystère des pyramides. Les premiers chrétiens pensaient déjà qu'il s'agissait d'endroits où les prêtres observaient les étoiles. Au XIXe siècle, certains croyaient que Dieu lui-même avait inspiré les dimensions de la grande pyramide de Khéops et que ces chiffres constituaient un code permettant de prédire l'avenir. À cette époque, les érudits sont toutefois en mesure de déchiffrer les écrits de l'ancienne Égypte et démarrent les fouilles des sites historiques. On sait d'ores et déjà que les pyramides constituent l'ultime demeure des premiers pharaons. Le sphinx enseveli. Selon une légende égyptienne, un prince vit apparaître en rêve le sphinx, la statue qui veille sur les pyramides. Ce dernier lui promit de faire de lui un roi. S'il le débarrassait du sable qui le recouvrait, le prince s'exécuta et devint plus tard Thutmose IV. Sir William Flinders Petrie est considéré comme le père de l'archéologie moderne. Il fouillait les sites avec précaution, notait toutes ses découvertes en détail et publiait les résultats de ses recherches. Ses travaux fondamentaux ont largement contribué à retracer l'histoire de la civilisation égyptienne. Je suis désolée pour l'orage, c'est vraiment très très fort aujourd'hui. Mais comme ça gronde en continu, je ne peux pas vraiment attendre que ça passe. Jean de Thévenot a vécu de 1633 à 1667, fut l'un des tout premiers explorateurs des sites de l'Égypte ancienne. Le cauchemar de Napoléon. Napoléon Bonaparte et ses troupes envahirent l'Égypte en 1798. Selon la légende, l'empereur se serait aventuré seul dans la grande pyramide et en serait ressorti blême, pantelant et tremblant. Quel secret avait-il bien pu découvrir dans l'obscurité? Nul ne le saura jamais. La chasse au trésor. Au début du siècle dernier, les collectionneurs et les individus travaillant à leur service firent subir de graves détériorations aux pyramides. Ils n'hésitaient pas à utiliser de la dynamite. Rien ne les arrêtait pour pénétrer dans les tombes. Giovanni Belzoni, par exemple, était un ancien culturiste de cirque embauché par un collectionneur pour rapporter des objets égyptiens. Peu soucieux de sauvegarder les sites, il raconte dans un de ses récits comment il écrasa maladroitement des momies de la basse époque, tandis qu'il se frayait un chemin dans un tombeau. La conservation des trésors. De nombreux musées et universités ont mis au jour des sites égyptiens. Les objets que l'on y découvre sont examinés par des experts, puis soigneusement entreposés pour de prochaines recherches. Les scientifiques utilisent les rayons X, le scanner, la caméra robot et d'autres techniques modernes pour percer
percer le secret des tombeaux. Des graffitis sur les pyramides. Belzoni n'hésita pas à graver son nom sur les pierres des pyramides. Un territoire inexploré. Après l'invasion de l'Égypte par les Arabes, rares furent ceux qui purent visiter le pays. On savait peu de choses au sujet des pyramides, la vallée du Nil et ses environs, sans parler de la culture et de l'histoire de l'Égypte antique. Quand les touristes commencèrent-ils à affluer? En 1869, Thomas Cook, un agent de voyage britannique, achète un bateau à aube en Égypte et offre un nouveau service, des vacances organisées. Moyennant un prix global, il propose un voyage vers l'Égypte, une croisière sur le Nil et un guide pour les excursions. Jusque-là, si vous souhaitiez visiter l'Égypte, il vous fallait tout organiser vous-même, ce qui s'avérait difficile et cher. La lecture des hiéroglyphes. Vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens inventent une forme d'écriture pictographique où les idées sont exprimées par des dessins, les hiéroglyphes. Certains de leurs signes correspondent à des lettres isolées, d'autres à 2 ou à plusieurs lettres. Les signes s'associent pour former des mots. Comme il faut du temps pour écrire ces hiéroglyphes, les Égyptiens inventent une sorte de sténo que l'on appelle hiératique. Environ 2500 ans plus tard, l'écriture démotique, un autre système plus simplifié, est utilisé dans la vie courante, tandis que les hiéroglyphes servent uniquement aux textes religieux. Pendant des siècles, personne ne saura les déchiffrer jusqu'à ce que Champollion fasse une découverte capitale en 1822. Là, on a un exemple des signes qui représentent des lettres. Le cartouche royal. Pour montrer les noms royaux ou sacrés, les Égyptiens écrivaient ceci dans un cadre appelé cartouche. Champollion s'est aidé des cartouches pour déchiffrer les hiéroglyphes sur la pierre de Rosette. Il a lu celle que l'on a reproduite ci-dessus dans sa version grecque. Il s'agit de Ptolémée V, un souverain d'Égypte. Puis il a cherché à découvrir à quelle lettre correspondait chaque hiéroglyphe. Trouvez la clé. La pierre de Rosette est gravée en hiéroglyphes, en démotique et en grec. Elle fut découverte en Égypte en 1799 dans la ville qui porte son nom. Déchiffrer le code. En 1822, un brillant érudit français, Jean-François Champollion, utilise ses connaissances en grec ancien pour déchiffrer la pierre de Rosette. Grâce à lui, le mystère des hiéroglyphes est enfin percé. Une nouvelle écriture. La dernière inscription en hiéroglyphes fut gravée dans le temple de Philae en 394 après Jésus-Christ. L'ancienne écriture égyptienne disparut ensuite, remplacée par l'alphabet copte du grec ancien, Aegyptios, qui signifie égyptien. Les mathématiques antiques. Les Égyptiens utilisaient aussi des symboles pour leur nombre. Pouvez-vous écrire 2375 dans la numérotation égyptienne? Je suis pas sûre. La réponse est là. Ah oui, en fait, il faut 2 fois le signe de 1000, 3 fois le signe de 100, etc. Le papier à écrire. Maintenant, on entend la pluie en plus de l'orage. S'ils gravaient et dessinaient des hiéroglyphes sur les murs et sur des tablettes de pierre, les Égyptiens utilisaient aussi le papyrus, une sorte de roseau. On découpait l'intérieur de la tige de papyrus en bandes pour en faire de longues feuilles de papier
pieds en les trempant dans l'eau et en les pressant. Grâce à la chaleur et au sable égyptien, de nombreux papyrus ont survécu jusqu'à ce jour. Des guides sacrés. Dans la pyramide du dernier pharaon de la 5e dynastie et dans celle de toute la 6e dynastie, on a découvert des écrits que l'on appelle les textes des pyramides. Ils étaient censés faciliter au roi son entrée dans l'autre monde, le paradis. Ils contenaient des prières, des requêtes et des messages rituels adressés aux dieux. On espérait que ces derniers, tel Anubis, accueilleraient le roi et lui permettraient d'entrer dans l'autre monde pour y mener une nouvelle vie heureuse et éternelle. La construction des pyramides. Pourquoi construisait-on des pyramides? Qui les édifiait? Comment procédait-on? Autant de questions que le monde entier s'est posé, même après la traduction des hiéroglyphes par Champollion. Peu à peu, on sut que les pyramides étaient des sépultures, des tombeaux. Les noms des pharaons qui les ont fait bâtir sont inscrits ou peints à l'intérieur parmi ceux des équipes d'ouvriers griffonnés sur les pierres. La plupart des Égyptiens étaient agriculteurs et le Nil fournissait l'eau nécessaire aux cultures. Pendant les grandes crues du fleuve qui inondaient les champs, les agriculteurs restaient sans travail. Aussi, à cette période, le roi faisait-il appel à eux pour la construction de sa pyramide. Ce travail constituait une sorte d'impôt dû au pharaon. En général, les Égyptiens s'y prêtaient de bonne grâce, même si la tâche s'avérait très pénible. Selon leurs croyances, le roi était un dieu, et en échange de leur labeur, il veillerait sur eux lorsqu'ils seraient dans l'autre monde. Celui qui taille les pierres de grand prix déploie son art sur toutes sortes de matériaux durs. Lorsque sa tâche est accomplie, ses bras sont meurtris et la lassitude l'envahit. Lorsqu'il s'assoit à la venue de Ré, le soleil, ses cuisses et son dos se crispent de douleur, d'après la satire des métiers. Construction et main-d'œuvre. Après avoir trouvé un site suffisamment résistant, on aplanit le sol et l'on délimite la base de la pyramide. La construction peut alors commencer. Fixée par des cordes à des sortes de traîneaux en bois, les grosses pierres sont acheminées une à une sur le chantier par des équipes d'ouvriers. En dernier lieu, on pose un revêtement extérieur en calcaire blanc sur la pyramide. Le chantier, même les pyramides aux côtés rectilignes, étaient bâties avec une pyramide à l'intérieur. Pour construire la structure centrale, les blocs de pierre étaient sans doute tractés le long de rampes en briques et en gravats. On utilisait une rampe plus large. Pour ajouter le revêtement externe, elle augmentait en taille et en hauteur à mesure que la pyramide s'élevait et on la retirait en fin de chantier. Les blocs de pierre. La pierre utilisée pour les pyramides provenait souvent de carrières locales, le fin calcaire blanc servant au revêtement, ci-contre à droite, provenait de Toura sur la rive orientale du Nil, d'où on l'acheminait par bateau. Chaque bloc était posé sur un traîneau en bois et tracté jusqu'au chantier par une équipe d'ouvriers. Afin que le traîneau avance facilement, les ouvriers le faisaient rouler sur des traverses en bois. On versait de l'eau en permanence dessus, afin d'éviter que la chaleur et la friction provoquées par le mouvement de l'énorme bloc de pierre n'enflamment le traîneau. Combien de blocs contenait une pyramide? Cela dépendait de sa taille. La grande pyramide de Khéops
pesaient environ 2,5 tonnes chacun. L'architecte sacré, l'homme qui conçut la toute première pyramide, s'appelait Imhotep. Aux alentours de 2700 avant Jésus-Christ, il construit une pyramide à degrés pour le roi Djoser. Aux yeux des Égyptiens, sa sagesse était si grande et sa pyramide tellement impressionnante qu'il fut plus tard adoré comme un dieu. Le complexe funéraire. Au bord de cet ensemble se trouvait le temple de la vallée où l'on préparait sans doute le roi avant ses funérailles. Une chaussée menait au temple mortuaire où l'on déposait des offrandes à l'esprit du roi. Il y avait aussi une petite pyramide pour la reine et des tombeaux rectangulaires ou mastaba pour la famille royale et les membres de la cour. Un blanc étincelant. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes d'un fin revêtement en calcaire blanc. Celui-ci a été volé au cours des siècles. Une énorme main-d'œuvre. Des maçons, des ouvriers et d'autres artisans œuvraient toute l'année sur le chantier d'une pyramide. Toutefois, la majeure partie des activités s'accomplissait pendant les 4 mois de grande crue du Nil, lorsque les paysans venaient acquitter leur impôt en travaillant. Ils étaient logés, nourris et vêtus par le pharaon. Rendez-vous compte qu'il fallait parfois surveiller et organiser le travail de quelques 80 000 personnes. En guise de rémunération, les travailleurs recevaient de la toile de lin, de la bière et de l'huile. On leur offrait aussi de la nourriture, viande, poisson, légumes, fruits, fromage et une sorte de pain complet. Les outils du métier. Les bâtisseurs des pyramides de l'Ancien Empire disposaient de burins et de scies en cuivre, ainsi que des traîneaux en bois pour acheminer les blocs de pierre. Pour extraire ceci de la carrière, on perçait la roche, on fichait des morceaux de bois dans les trous obtenus et on les arrosait d'eau. Le bois se dilatait et lézardait la pierre. Ou encore on chauffait la roche, puis on jetait de l'eau froide dessus. On pouvait également tailler les blocs de pierre. Pyramides et pharaons. Selon les croyances de l'Égypte ancienne, les rois sont apparentés aux dieux et le peuple les traite avec beaucoup de respect. Au début, ils les enterrent dans des tombeaux rectangulaires en briques de terre cuite, les mastabas ou mastabas, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais le grand architecte Imhotep décrète que la terre cuite n'est pas digne d'une sépulture royale et il bâtit un mastaba de pierre pour son souverain, Djoser. Afin de lui donner davantage de grandeur, il ajoute un second mastaba par-dessus, puis un troisième et encore un autre, et la première pyramide est née. Le roi uni en fait construire une deuxième, qui sera transformée par son fils Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie, qui rend ses côtés rectilignes. Depuis ce jour, toutes les pyramides seront bâties ainsi. Le cimetière royal. Les pyramides plus petites et moins bien construites d'Abousir et de Saqqara appartiennent aux pharaons des 5e et 6e dynasties. Ces sites abritent des sépultures qui datent de toutes les périodes de l'Égypte ancienne. Et l'on y trouve la pyramide du roi Userkaf, avec la tête colossale du souverain. De gigantesques monuments, les pyramides les plus grandes et les mieux bâties sont celles de Gizeh. Elles appartiennent aux 3 souverains de la 4e dynastie. Entre 2575 et 2475,
sur les pharaons. Des adieux miraculeux. Autour de la pyramide de Djoser se dressaient de solides constructions. Son esprit les a traversées comme par magie. Y avait-il parfois des défauts de construction? Les bâtisseurs de pyramides travaillaient d'ordinaire avec précision, mais l'erreur est humaine. Le roi Snéfrou fit construire deux pyramides, dont l'une est connue sous le nom de pyramide penchée. Elle était pourtant censée avoir des côtés rectilignes, mais à mi-chemin de sa construction, les architectes décidèrent que ses faces étaient trop abruptes et qu'elles risquaient de s'effondrer. On l'acheva donc en adoucissant à la base l'inclinaison de ses côtés, d'où son aspect penché. Une véritable catastrophe. La pyramide de Médoum constitue la plus grosse bévue des architectes. Tout le revêtement externe dégringola, entraînant dans sa chute la majeure partie de l'édifice. En effet, on avait bâti le nouveau revêtement externe et rectiligne sur du sable plutôt que sur de la roche bien dure. Une classe à part. La grande pyramide se distingue des autres par ses trois chambres principales. Ces changements étaient-ils destinés à tromper les profanateurs de sépultures? La chambre la plus haute est le seul véritable tombeau où repose le pharaon. La grande pyramide de Khéops à Gizeh. Plan d'une pyramide à degrés dotée d'une chambre funéraire souterraine. La chambre la plus basse s'appelle chambre de la reine, mais la souveraine était enterrée dans sa propre petite pyramide. Il existe 4 minuscules ouvertures dans les chambres du roi et de la reine. Beaucoup pensent que ces brèches étaient pratiquées pour permettre à l'esprit des souverains de rejoindre les étoiles. La plupart des autres pyramides se révèlent plus simples, avec une seule chambre funéraire et 2 ou 3 antichambres. Ô roi, tu n'as pas quitté ce monde dans la mort, tu t'en es allé en vie. Lève-toi, ô roi, recueille ta tête, rassemble tes os, réunis tes membres. Texte des pyramides. Une vie après la mort. Selon leurs croyances, les Égyptiens pensaient que leur corps devait survivre afin qu'ils puissent profiter pleinement de la vie dans l'autre monde. Le corps du pharaon devait demeurer intact à jamais, même si son âme s'en allait rejoindre l'au-delà et les dieux auxquels il était apparenté. Dans l'Égypte primitive, les tombes sont peu profondément enfouies dans le sable du désert. Le corps des défunts sèche et se conserve ainsi de façon naturelle. Dès lors que les Égyptiens vont installer leurs souverains et leurs nobles dans de splendides tombeaux, les corps se détérioreront rapidement et l'on devra inventer des méthodes artificielles de conservation. Parmi elles, la plus réussie, appelée momification, connaîtra son apogée dans le Nouvel Empire. On retire les organes internes, poumons, cerveau, foie, etc. Et l'on recouvre le corps d'un sel spécial, le natron, qui permettra de la sécher. On remplit ensuite le cadavre de lin et de résine avant de l'envelopper de centaines de mètres de lin. C'est ainsi que de nombreux corps seront parfaitement conservés. Préparatifs pour l'autre monde. On pourrait croire parfois que les Égyptiens de l'Antiquité étaient obsédés par la mort. En fait, ils adoraient la vie sur terre, mais pensaient que l'autre monde ressemblerait à une Égypte dépourvue de chagrin, de soucis et de souffrances. Il n'est donc guère étonnant qu'ils se soient donné un mal fou à se préparer pour la vie éternelle, en s'assurant d'y vivre le mieux possible. Leur tombeau devait être confortable, rempli de tous les meubles et objets dont ils pourraient avoir besoin.
par-dessus tout, il prenait soin d'avoir suffisamment de nourriture, de boissons et de distractions. Les plaisirs célestes. Les tombeaux contenaient souvent des peintures représentant de la nourriture et des artistes, afin de préserver le bonheur des âmes des défunts. Quelle est l'origine du mot momie? Le mot nous vient des Arabes qui pensaient que le bitume, mumia, servait à embaumer les corps. Les âmes et les esprits. Les Égyptiens croyaient qu'ils possédaient 3 esprits, le Ka, le Ba et l'Ak. Le Ka constituait la force vitale d'un être humain. Après la mort, elle survivait dans le tombeau grâce aux offrandes et aux statuettes de serviteurs. Le Ba représentait la personnalité. Elle était symbolisée par un oiseau à tête humaine qui pouvait se métamorphoser et quitter la sépulture. L'Ak, évoqué par un ibis à crête, s'en allait rejoindre les étoiles ou Osiris. Des aides de mémoire. On décorait les momies avec des images du défunt afin que le Ba puisse reconnaître le corps. Miroir et peigne permettaient aux morts de se présenter sous son meilleur jour. Fortune et richesse. Qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, on avait coutume de disposer bijoux et trésors dans les tombeaux. Même les plus pauvres étaient enterrés avec quelques joyaux, afin d'avoir belle allure dans l'autre monde, parmi les dieux et les déesses. Des serviteurs célestes. On plaçait des figurines de serviteurs ou Ushepti dans les tombeaux afin d'aider les défunts à pénétrer dans l'autre monde. Les profanateurs de sépultures. Chacun savait que les riches défunts occupaient les sépultures royales. Tant que des gardes surveillaient les tombeaux, les trésors demeuraient à l'abri. Mais au fil des siècles, les sépultures ne furent plus gardées et les voleurs, tout en sachant qu'ils offensaient les dieux, s'y introduisaient. S'ils étaient surpris, on les exécutait, mais cela ne les dissuadait pas pour autant. Pour la longévité, on conservait les organes dans des récipients funéraires appelés vases canopes. La traversée du ciel. Sous certaines dynasties, on disposait des maquettes de bateaux dans les tombeaux. Celles-ci symbolisaient la traversée du Nil pour rejoindre l'autre monde. On a même découvert des bateaux grandeur nature dans plusieurs sépultures de Gizeh. Ils étaient censés transporter le défunt sur le Nil et l'emmener jusqu'à sa dernière demeure. À la rencontre des dieux. Dans l'ancien royaume, le Dieu tout-puissant n'était autre que le soleil, Ra, dont la barque céleste voguait chaque jour dans le ciel. Ses enfants étaient Tefnut, l'humidité, et Chou, l'air. Ils étaient eux-mêmes les parents de Geb, la terre, et Nut, le ciel, qui avait donné naissance à Osiris, époux d'Isis, à Seth, le seigneur du désert et des tempêtes, époux de Nephthys, et aux étoiles. Seth assassina son frère Osiris, puis découpa son corps qu'il jeta dans le Nil. Isis et Nephthys en rassemblèrent les morceaux et redonnèrent vie à Osiris avec l'aide d'Anubis. Lorsqu'un souverain décédait, il montait au ciel rejoindre les dieux. La pesée du cœur. Anubis était le gardien des défunts. Il tenait une balance, emblème de la justice. Pour être jugé digne de rejoindre Osiris, chaque défunt déposait son cœur sur un plateau, tandis que l'autre contenait la plume de la vérité. Si les plateaux s'équilibraient, le défunt avait mené une vie exemplaire. Si en revanche il basculait,
plus de toutes, possédait davantage de pouvoir surnaturel que n'importe quel autre dieu ou déesse. À l'époque de la Rome antique, sa renommée s'étendait au-delà de l'Égypte, et l'on a découvert des preuves du culte d'Isis jusque sur le mur d'Adrien, construit en Grande-Bretagne vers 120 après Jésus-Christ. Les animaux sacrés. Les Égyptiens souhaitaient être proches de leurs dieux et de leurs déesses, mais aucun être vivant ne devait poser les yeux sur ces divinités. On choisissait donc un animal ou un oiseau qui symbolisait chaque dieu. L'esprit de la divinité pénétrait le corps de la créature et pouvait ainsi se rapprocher de ses fidèles et leur apporter du réconfort. Les chats étaient particulièrement populaires, à l'instar de leur maître. Certains animaux étaient même momifiés. Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, a combattu son oncle malveillant, Seth, avant de devenir roi d'Égypte. Dans sa lutte acharnée, Horus s'est fait arracher l'œil gauche. Celui-ci est devenu ensuite symbole de sacrifice et d'offrande aux défunts. La lune aussi symbolisait l'œil gauche d'Horus. Dans la mythologie et dans l'art traditionnel de l'Égypte ancienne, Horus est représenté sous les traits d'un faucon. Les lieux de culte. D'immenses temples furent construits pour abriter les dieux et les déesses sur la terre. Seuls les prêtres, les prêtresses et la famille royale pouvaient y pénétrer. Les gens du peuple vénéraient leurs dieux à la maison. Ils conservaient une statue de la divinité dans une sorte de coffre sacré et la sortaient chaque jour pour la nettoyer, l'habiller et l'honorer de leurs prières. Un escalier déploie ses marches devant moi afin que je puisse m'élever vers le ciel. Puisse le soleil renforcer ses rayons afin que tu les gravisses pour t'élever vers le ciel. Texte des Pyramides, 284 et 523. Idées nouvelles et enquêtes. Dans l'Égypte ancienne, la pyramide est un lieu où l'on enterre le roi et ce qu'il possède, et où il est censé recevoir des offrandes éternelles. C'est aussi l'endroit où l'esprit du souverain divin prend son envol vers les cieux pour rejoindre sa famille, c'est-à-dire les dieux et les déesses. La plupart des experts affirment que les premiers Égyptiens croyaient que l'âme de leur roi montait vers les étoiles. Ainsi, les pyramides à degrés servaient en quelque sorte d'escalier, tandis que les pyramides aux côtés lisses symbolisaient des rayons de soleil en pierre que le souverain pouvait gravir pour atteindre Ra. Les pyramides ont sans doute eu d'autres usages. La pyramide représente elle aussi un monticule qui, selon les récits égyptiens sur la création du monde, serait le premier monceau de terre surgi du néant originel où seule l'eau était présente. L'agencement des pyramides de Gizeh imite-t-il la disposition des principales étoiles des constellations que l'on appelle Orion et Sirius, et comment expliquer la disparition de plusieurs momies? Le secret des étoiles. Les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles étaient d'une importance capitale dans la religion des Égyptiens, et leur calendrier en tenait compte. Chaque semaine était marquée par un nouveau groupe d'étoiles qui apparaissait à l'aube dans le ciel. Les Égyptiens divisaient les étoiles en constellations, groupes, mais ces regroupements étaient différents des nôtres. Leur carte du ciel représentait le dieu soleil et les étoiles qui traversaient le ciel en bateau, ce qui prouve l'importance du Nil à leurs yeux. La carte des étoiles. La constellation que l'on appelle Orion était nommée Saou par les Égyptiens. Ces derniers croyaient que l'âme
d'Osiris s'y était glissé après qu'il eût été assassiné par son frère Seth. Non loin de Saou Osiris se trouve l'étoile que l'on appelle Sirius, connue des Égyptiens sous le nom de Sobdet. Ils voyaient en elle Isis, la femme d'Osiris. Sobdet passe 70 jours par an sous la ligne d'horizon, ce qui la rend invisible depuis l'Égypte. Le jour de sa réapparition dans le ciel marquait la nouvelle année en Égypte. C'est à cette période que le Nil connaissait ses grandes crues, et l'on pensait alors qu'Isis pleurait son époux Osiris. Des dieux étoilés. De nombreux temples étaient ornés de dieux constellés d'étoiles et de divinités arborant une étoile. Des oiseaux célestes. Dans l'Ancien Empire, les hirondelles symbolisent les étoiles. Elles annoncent l'aube et on les représente souvent à la proue de la barque céleste de Ra. Dans des images plus récentes, on aperçoit fréquemment la tête d'un faucon qui descend du ciel, entouré des rayons du soleil et de l'œil d'Horus. La vache sacrée était l'animal sacré de la déesse Hathor, reine du paradis. Comment fonctionnait le calendrier égyptien? La semaine se composait de 10 jours, le mois de 3 semaines et l'année de 12 mois. Il y avait 5 jours saints à la fin de l'année, ce qui faisait 365 jours en tout. La voûte céleste, le hiéroglyphe du ciel, figure le paradis sous la forme d'un solide plafond. Une vue sur le monde. Pour les Égyptiens, le soleil symbolisait l'œil droit du dieu Horus, l'amour des dieux. Les Égyptiens croyaient que le ciel n'était autre que la déesse Nout, qui déployait son corps sur la terre. Dans la mythologie, Nout a épousé Geb, le dieu de la terre, mais Ra, le dieu du soleil, était opposé à cette union et ordonna à leur père, Jou, de les séparer pour l'éternité. Entre-temps, Geb et Nout avaient d'ores et déjà donné naissance aux étoiles et aux 4 grandes divinités. Les mystères célestes. Quelles sont les 4 ouvertures étroites qui mènent à l'extérieur des chambres funéraires de la pyramide de Khéops? Récemment, on a découvert que l'une des 2 brèches de la chambre du roi pointait vers les étoiles du nord, qui ne disparaissent jamais sous l'horizon, tandis que l'autre est dirigée vers Orion. Était-ce une sorte de passage permettant à l'âme du roi défunt de rejoindre Osiris? On pense également que les ouvertures de la chambre de la reine sont orientées vers les étoiles. L'une pointe vers Sirius. Est-ce encore un chemin direct vers les cieux? Les pyramides de Gizeh ne sont pas tout à fait alignées. L'égyptologue Robert Bauval prétend qu'elles sont disposées comme les 3 principales étoiles d'Orion, Saoul, Osiris, et qu'elles furent construites autant pour les besoins de l'astronomie que pour ceux de la religion. Les étoiles divines, comme les étoiles du nord étaient toujours visibles, on les appelait les éternelles. Intrigues et mystères. Au Moyen Âge, on pensait que les pyramides servaient de greniers à céréales, puis d'observatoires. Au XIXe siècle, une hypothèse affirmait que les mesures de la Grande Pyramide étaient d'inspiration divine et qu'elles contenaient un message codé pouvant prédire les grands événements de l'histoire du monde. Aujourd'hui encore, les idées les plus folles circulent sur les pyramides, mais des preuves et des théories nouvelles améliorent constamment notre connaissance de ces gigantesques et mystérieux monuments. Une chambre secrète. En 1994, une équipe de scientifiques envoie un minuscule robot appelé
si l'on peut améliorer l'aération de la pyramide en raison du nombre de touristes qui la visitent chaque année. Le robot chemine sur une soixantaine de mètres, puis sa caméra vidéo montre une pierre munie de poignées de cuivre qui lui bloque le chemin. Qu'est-ce qui peut bien se trouver derrière cette minuscule porte? S'agirait-il d'une chambre secrète? Que renferme-t-elle? Une statue, des écrits dissimulés, de merveilleux trésors ou rien du tout? Les scientifiques espèrent pouvoir regarder au travers d'une lézarde à la base de la pierre grâce à une mini-caméra du type de celle qu'utilisent les médecins pour observer l'intérieur du corps humain. Et que va-t-elle leur révéler? On n'a pas la réponse. Une intrigue vieille comme le monde. Les archéologues pensent que le sphinx fut sculpté après la construction des pyramides. Un homme avance cependant l'hypothèse que le sphinx serait l'œuvre d'une civilisation bien plus ancienne que celle des pyramides. Selon lui, le vent et la pluie ont davantage érodé ce monument que la surface des pyramides. Mais cela n'est guère probable, car aucune autre trace de cette civilisation n'a été trouvée. Les mystères de la momie disparue. En pénétrant dans la pyramide à degrés inachevés du roi Sekhemkhet, les archéologues s'aperçoivent que les pierres bloquant le passage sont en place. Une couronne de fleurs se trouve toujours sur le sarcophage et le lourd couvercle en pierre est solidement scellé. Tout excité, il le soulève en faisant levier et découvre qu'il n'y a rien à l'intérieur. Où est passé le corps? A-t-il été enterré ailleurs? En secret pour tromper les voleurs? L'a-t-on dérobé? Jusqu'ici, on n'a toujours pas retrouvé la momie et il est peu probable qu'on mette un jour la main dessus. Il semble que les pyramides nous réservent sans cesse de nouvelles énigmes et de nouveaux mystères. Les recherches actuelles. Ces dernières années, la science et la technologie ont permis aux archéologues de percer de nombreux mystères de l'Égypte. Il existe par exemple plusieurs façons de dater les restes d'humains et d'animaux, le bois et les poteries. Durant des années, les rayons X ont servi à examiner les momies, tandis que les scanners utilisés dans la médecine moderne permettent une représentation encore plus précise de ce qui se trouve à l'intérieur, sans risquer de détruire une momie en enlevant ses bandelettes. Grâce à l'ordinateur, on peut facilement reconstituer les visages d'êtres humains ayant vécu il y a 3000 ans. À quoi ressemblaient les Égyptiens? Faisant appel à des techniques employées par la police, les archéologues utilisent l'informatique, logiciel de dessin en 3 dimensions, ou la terre glaise pour recréer les visages à partir d'anciens crânes. Les pyramides dans le monde. La civilisation égyptienne ne fut pas la seule à bâtir de grandes structures pyramidales. Les anciens habitants de la Mésopotamie, actuellement la Syrie orientale, la Turquie du sud-est et la majeure partie de l'Irak, érigeaient des édifices en forme de pyramide pour se rapprocher de leurs dieux et de leurs déesses. Ils construisaient des tours à gradins en briques de terre, dotées de temples sur la terrasse du dernier étage pour abriter les dieux. C'est à cet endroit que les prêtres faisaient offrandes et prières aux divinités. On appelle ces tours des ziggourats. Dans le nord, le centre et le sud de l'Amérique, des peuples tels que les Aztèques et les Incas bâtissaient aussi des pyramides avec une terrasse au dernier étage. On enterrait parfois les gens dans les fondations, mais ces édifices n'étaient pas destinés aux sépultures. On érigeait les temples au sommet de ces constructions où la nourriture, les animaux et parfois des êtres humains étaient offerts en sacrifice. Quant
premiers Indiens d'Amérique, ils bâtissaient de grands monticules de terre pyramidaux pour y enterrer leurs défunts ou y abriter leurs personnages sacrés. La méthode courante de sacrifice consistait à ouvrir la poitrine de la victime, à lui retirer le cœur alors qu'elle était encore à demi vivante, puis à l'assommer et à la faire rouler le long des marches du temple, inondées de sang. Joseph de Acosta, Histoire naturelle et morale des Indes occidentales, 1590. Des pyramides populaires. Avant l'arrivée des colons européens, au XVIe siècle, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ont connu l'essor et la chute de nombreuses civilisations, parmi lesquelles les Olmèques, les Toltèques, les Mayas, les Incas et les Aztèques. Ces peuples ont commencé par construire de grands monticules de terre avant de les transformer en pyramides. Il s'agissait de lieux où dieux et individus pouvaient se retrouver. Les pyramides disposaient d'un temple au sommet, mais certaines possédaient des sépultures à la base. Les Européens ont malheureusement détruit des centaines d'anciennes cités et de nombreux trésors et objets ont disparu. Une pyramide des temps modernes. C'est une pyramide de verre qui constitue la nouvelle entrée du musée du Louvre à Paris. D'autres peuples momifiaient-ils leurs défunts? La momification est une pratique très ancienne de l'Amérique du Sud. Les momies du peuple Nazca au Pérou datent d'environ 200 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ. Les humains offerts en sacrifice étaient parfois enterrés dans la cordillère des Andes, où leur corps se conservait naturellement dans la neige et la glace. Sacrifices et cérémonies. Pour honorer leurs dieux, les Mayas offraient leur propre sang lors de rituels bien particuliers. Parfois, ils sacrifiaient des vies humaines en guise d'offrande, croyant que les dieux avaient besoin de cœurs humains pour conserver leur force. Les sacrifices aztèques et mayas se déroulaient devant des monuments religieux ou sur la terrasse de pyramides, telles que celle de Tikal, au Guatemala. On a découvert de mystérieux écrits pictographiques qui sont en cours de traduction. Les buttes pyramidales incas. Au XVe siècle, les Incas régnaient sur une vaste région d'Amérique du Sud. Dans la ville de Cusco, au Pérou, ils construisirent un grand temple appelé le Coricancha, en hommage à leur divinité suprême, Inti. Ils y déposaient des aliments, de la bière et offraient des animaux en sacrifice. Le souvenir des morts. Lors de rites mortuaires traditionnels, plusieurs peuples indigènes d'Amérique utilisaient des masques funéraires en pierre ou en céramique, semblables à ceux des Égyptiens. L'Amérique du Nord. Les Mississippiens, une peuplade indigène d'Amérique du Nord, bâtirent des villes entre 700 et 1500 après Jésus-Christ. Les bâtiments importants étaient placés sur de grandes buttes de terre. Beaucoup enterraient leurs morts dans les monticules de terre avec offrandes et objets précieux. Une empreinte durable. Beaucoup d'architectes des temps modernes ont utilisé les formes pyramidales et les décors égyptiens dans leur réalisation. À Las Vegas, on a construit un casino inspiré de la Grande Pyramide. De la même taille que la sépulture de Khéops, il est gardé par un sphinx géant. De nombreux décors tels que ceux de l'Empire State Building de New York ou encore cet immeuble d'habitation de San Francisco s'inspirent directement des peintures égyptiennes des pyramides, tandis que carrelage et papier peint s'agrémentent de lotus décoratifs ou de motifs en feuilles de papyrus. Les édifices bibliques. Les premiers peuples de
Mésopotamie érigeait des temples en briques de terre sur des plateformes elles-mêmes construites sur les ruines de temples plus anciens. Avec le temps, les plateformes devinrent des tours à gradins semblables aux pyramides égyptiennes primitives. On les appelle des ziggourats. La grande ziggoura d'Etemenanki fut construite par Nabuchodonosor 605-562 avant Jésus-Christ à Babylone. Elle abritait les célèbres jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde. Cette ziggoura a peut-être inspiré l'histoire de la tour de Babel. Une image éternelle, c'est l'expédition de Napoléon en 1798 qui va déclencher l'engouement pour l'Égypte antique. Il renaîtra après l'ouverture du canal de Suez en 1869, puis en 1922 avec la découverte du tombeau de Toutankhamon. Les gens se mettent à collectionner les antiquités égyptiennes et à visiter le pays. D'autres achètent des bijoux, des meubles, des bibelots ou des immeubles d'inspiration égyptienne. Les images égyptiennes seront utilisées de diverses façons, même pour des objets qui n'ont rien à voir avec l'Égypte, comme cette publicité pour le maquillage. De nos jours, on trouve des formes pyramidales et des motifs égyptiens dans de nombreux produits. La grande pyramide est-elle vraiment imposante? Ses côtés mesurent 229 mètres de long et sa hauteur un peu plus de 145 mètres. La base est si large qu'elle pourrait facilement contenir 8 terrains de football. Une coutume perpétuelle. Les souverains du Moyen Empire possédaient aussi leurs pyramides, bâties en briques de terre plutôt qu'en pierre. Sachant que celles-ci constituaient une proie facile pour les voleurs, ils choisirent un endroit retiré, la vallée des rois, pour construire des sépultures en pierre. La puissance des pyramides ne fut pas oubliée pour autant, car une montagne pyramidale désormais surplombait la vallée. Les ouvriers bâtisseurs de sépultures construisirent leur propre village à Deir el-Médine. Leurs tombeaux étaient surmontés de mini-pyramides. À quoi servait-elle? Une mosaïque de la cathédrale Saint-Marc en Italie représente la vision médiévale des pyramides. Des greniers à céréales de l'Antiquité construits par Joseph, ministre du Pharaon. Elles sont dessinées avec des portes et des fenêtres, une idée que l'on retrouve dans plusieurs des tout premiers livres imprimés, voire l'illustration qui date de 1694. Une utilisation scandaleuse. Dans l'Europe du Moyen Âge, beaucoup de gens attribuaient aux momies des vertus curatives. On les broyait en fine poudre que l'on mélangeait à des remèdes. En France, le roi François Ier se flattait d'utiliser de la poudre de momie en guise de fortifiant. Au XIXe siècle, des morceaux de momie servaient de décoration et lorsqu'on déroulait les bandelettes, c'était un véritable événement mondain. De nos jours, la cryogénie permet de congeler les gens à leur mort dans un caisson spécial, en espérant les faire revivre dans le futur. Encore des découvertes en perspective. Malgré des siècles d'exploration et de découvertes, de nombreux mystères demeurent. Beaucoup de sites archéologiques doivent encore être fouillés. Par exemple, les vestiges du temple de la vallée de Khéops et une ancienne boulangerie ont été déterrés il y a peu de temps. De même qu'en 1995, on faisait une stupéfiante découverte dans la vallée des rois. Les tombeaux en pierre de taille de plusieurs fils du pharaon Ramsès II. Chaque année, de nouvelles hypothèses tentent d'expliquer le pourquoi et le comment de la construction des pyramides. Le robot UPO-2 a du reste prouvé qu'il restait énormément
de secrets à percer. Quoi qu'il advienne, les mystères des pyramides continueront longtemps de nous fasciner. Voilà, nous avons terminé ce chapitre très intéressant, je dirais même passionnant. Nous lirons la suite une prochaine fois. J'espère que cela vous aura plu.